On s'attaque sur la partie des optiques, qui est également la partie un petit peu cruciale à comprendre sur les aides, puisque je vous ai fait l'introduction sur la taille de la baïonnette et cette nouvelle génération d'optiques, sachant pertinemment qu'il y a plein de nikonistes qui ont déjà de nombreuses optiques et qu'il y a bien évidemment une rétrocompatibilité de la chose. Donc là, les optiques, c'est en train de sortir petit à petit. Et ces optiques-là ont également plein de nouvelles technologies. Et c'est un petit peu l'objet du module, en fait, de vous repasser chacune des optiques et de vous montrer un petit peu en quoi elles ont évolué. Parce que la première fois qu'on les a présentées au réseau de revendeurs et qu'on disait attention, les nouveaux 35 et 50 1.8, donc gamme S, qui est donc la gamme qui va avec les Z6 et les Z7, quand on leur disait que ces optiques-là sont supérieures aux optiques F de même ouverture, on avait toujours des yeux comme pas possible. Et c'est vrai que la stratification des optiques à travers le négoce, c'est toujours fait de par l'ouverture, où plus ça ouvre, plus c'est cher. Et c'était l'élément déterminant. Et aujourd'hui, ça c'est cassé. C'est pour ça qu'on peut avoir des optiques 1.8 à 600 € comme on peut en avoir à 200 €. C'est plutôt le prix qui va faire la qualité, si je puis dire, qui sera un bon indicatif. Dans tous les cas, à ouverture égale, on peut avoir des niveaux de construction, des niveaux de qualité complètement différents. Donc ça, il faut le garder en tête. Donc côté optique, il y a ce qui est sorti, il y a ce qui est annoncé, il y a ce qui va être annoncé. Donc là, il y a pas mal de choses. On peut être rappelé, pour ceux qui verront les replays, de dire qu'on est début mars 2019. 2019, pas 99. Ouais, début mars 2019. Donc forcément, il y a plein de choses qui vont évoluer dans le replay. J'espère, sinon... Dans tous les cas, la volonté, c'est de dire on fait des optiques dédiées, mais qui ont une structure un petit peu complètement différente, que l'on va dire un petit peu très caméra NES. Donc ça, c'est un terme qui revient un petit peu Nikon. C'est l'idée de dire que c'est des beaux objets, parce qu'également on a plaisir à avoir des beaux objets, parce qu'à un moment donné, la photographie, c'est aussi statutaire, et que un pro qui est en clientèle, le fait d'avoir un bel équipement de travail, ça justifie d'une activité pro, donc il y a ce qui va derrière. Donc important. Et puis c'est également des fluidités de bagues, un sensitif qui est important. Et là, tous les musiciens le savent pertinemment. Quand on donne un instrument de musique, on le touche, on joue 2-3 choses. Il y a de la connexion, il y a des choses qui se sentent. Et en photographie, c'est un petit peu la même chose. Et c'est ça qui a été travaillé. Donc ça a été travaillé sur des bagues, où c'est des bagues en fait où elles sont verrouillées, on les déverrouille pour commencer à faire des photos. On n'est plus comme sur les gammes F, sur des logiques de gainage qui, avec la sudation des mains, peuvent être amenés un petit peu à se décoller ou etc. Donc là on est beaucoup plus rigide. Puis on est sur des moulures, des designs un petit peu différents là-dessus. Donc les premières qui sont sorties en fait c'est à la fois le 24-110-4 qui est celui du kit, un 50-1.8 et puis un 35-1.8 et bien évidemment la monture qui va derrière. Donc c'est les premières optiques qui sont sorties. Compatibilité avec tout ce qui est anciennes optiques. Donc à date, dans la gamme Nikon, il y en a plus de 363. Et puis de mémoire, il y a Sigma et Tamron qui ont également annoncé des compatibilités. Et donc derrière, directement, tout ce qui est adaptation. Donc là, les optiques, c'est vrai que j'en ai amené une ou deux, histoire d'eux. Donc là, ce boîtier-là, il a quoi? Le 24-70. L'autre, j'ai mis le 50. Et puis là, c'est donc le 35 qui intervient derrière, qui sont des optiques relativement légères, avec une grosse baïonnette derrière. Et puis des contacteurs. Et donc la bague de compatibilité, c'est elle. Alors là-dessus, il y a eu beaucoup de bruit, ouais, mais perte de qualité et compagnie. Non, pas perte de qualité. Pas perte de qualité parce que déjà, il n'y a pas de groupe optique. Donc déjà, ça limite pas mal, on est d'accord. Puis la deuxième chose, si vous vous rappelez mes slides du début où je parlais de tirage mécanique, tout simplement, la bague Z, en fait, c'est tout simplement l'équivalent de la profondeur du magasin ici, de la cage de visée, par contre, tout simplement. Donc c'est juste cette rallonge-là qui est faite par rapport au capteur, tout simplement. Donc il n'y a pas de qualité, donc l'optique des gammes F classiques gardera la même qualité, puisqu'elle garde la même projection. Et cette projection-là et le tirage mécanique que l'on a là-dessus se met à travers ça. C'est pour ça qu'on va réussir à remettre un petit peu toutes les optiques classiques, type
Voilà un 35 que j'aime bien directement, ça se visse dessus. Et c'est la logique. Tout simplement, clac. Et donc là, on a un petit peu la même logique. Et comme tout fonctionne au contacteur, on va directement, on garde toutes les caractéristiques de l'optique et tout va fonctionner exactement de la même manière, l'autofocus, etc. Rien d'exceptionnel. Donc c'est ce qui va faire que tout sera compatible 360 avec des choses pas mal. Je vous ai amené également une petite bête qui fait rêver un petit peu tous les animaliers, qui est le... Ouais. Donc là vous avez... Ah non, personne n'a entendu, c'est le 500 mm. Le 500, ouais. Et là directement vous avez une solution d'un Z avec un 500 derrière, quoi. Et j'interviens et ça bouge. Ok? Non, ça c'est le 500 et donc vous gardez la compatibilité un petit peu avec tout. Ce qui devient drôle maintenant, ça va être un petit peu le comportement avec des optiques en fait qui ne sont pas AFS. C'est pour ça que je vous ai amené 2 générations d'optiques. Une basique AFD et puis une AIS. Et qui auront donc des comportements différents. Est-ce que tu peux faire un juste rappel sur AFS, AFD, les conceptions, pourquoi ça a été fabriqué, pourquoi ces différences-là de lettres? 1970, 1990, et les AFS, c'est des choses qui ont dû arriver dans les années, c'était avec le F5, 98-2000. Donc c'est juste en fait des technologies un petit peu différentes. Donc les AFS, c'est tout simplement en fait la motorisation se trouve dans l'optique et qui est gérée donc par les petits contacteurs et par le boîtier derrière pour tout ce qui est mis au point derrière. Ok, donc ça c'est toute la logique des AFS. Les AFD, c'était les générations d'avant. C'était des générations qui sont sorties à l'époque des F4, donc là on est dans je ne sais plus quelles années, peu importe, où l'idée c'est que mes changements de mise au point en fait étaient faits ici par une espèce de... Vous avez une petite vis qui tourne chaque fois, et l'idée c'est qu'en sortie du boîtier, j'ai donc mon système autofocus qui a une cam ici, j'ai donc un moteur autofocus qui est dessous, et chaque fois que j'ai le point, j'ai cette cam qui tourne comme si c'était un tournevis et qui tracte cette vis et qui permet donc de déplacer la rotation derrière. Donc la motorisation est déportée de l'objectif au boîtier. Dans le boîtier. Elle est nativement dans le boîtier, oui, tout à fait. Donc là, c'est un petit peu comme ça que l'on fonctionnait à l'époque. C'est pour ça que les boîtiers de ces générations-là, finalement, il y a 2 autofocus. Il y a celui qui passe pour les anciennes optiques qui est ici en bas derrière, et ceux des contacteurs qui passent sur la partie haute. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. Là, j'ai juste 5 contacteurs par rapport à ce que j'avais dans l'autre où j'en ai un petit peu plus qui interviennent pour tout ce qui est suivi de l'autofocus. Par contre, ce qui se passe, c'est que sur ma bague FTZ, j'ai pas la cam. Donc, un comportement d'une optique comme ça, j'ai donc le paradoxe d'avoir une optique autofocus des années 80 qui ne sera pas compatible en autofocus. Donc là, ça ne peut pas marcher. Donc ça sera forcément mise au point classique, au même titre qu'une mise au point qui pourrait être faite avec une optique sans autofocus, une optique sans contacteur, sans transmission derrière, mais qui va s'adapter de la même façon. Et là, je suis sur une conception des années 60, si je puis dire. Mais ça va monter exactement de la même façon. Ça monte, mais on va dire à l'appareil photo un petit peu ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on va retourner sur le menu et qu'il y aura 2-3 choses à connaître quand on va monter ces optiques-là. Donc j'aurai 2-3 petits réglages à faire, des réglages propres aux AIS et puis des réglages communs aux AFD et puis aux AIS qui vont se retrouver là encore dans les menus configuration. Objectif sans microprocesseur, qui n'ont pas de puce embarquée, qui n'ont pas de contacteur. Pour que l'appareil photo travaille correctement, il faudra lui dire ce qu'il a comme focale
et comme ouverture. D'accord ? Et puis je vais donc avoir plusieurs optiques ancienne génération, d'où l'intérêt de me les mettre en mémoire. Là, ce boîtier, il n'en a aucune en mémoire, donc je vais lui dire qu'à l'adresse E1, je vais mettre le 28 qui ouvre à 2,8. Ok, ce qui veut dire que l'appareil photo il aura des informations pour travailler directement. Puis la deuxième chose, c'est que je vais devoir faire le point. Donc le point, ok, je le fais en manuel, ok, on voit ce que ça donne. Je peux très bien dire à ma fonction loupe, ça c'est des choses qui sont drôles également, sur lesquelles je reviendrai à un autofocus, mais dans mes boutons de commande, j'ai le bouton OK. Le bouton OK, c'est celui qui est au centre du pad derrière, qui est lui, hein. Et qui est donc, je vais remettre une optique, et on peut lui attribuer des fonctions pendant la prise de vue. Ces fonctions-là, on va les régler à l'adresse F3. Et quand je suis en mode de prise de vue, je peux lui demander à ce que systématiquement, en fait, ça me fasse un petit coup de zoom. Allez, puis un coup de zoom à 100%. Ce qui veut dire que je vais avoir ma scène photographiée. On va essayer de trouver un beau gosse. Ah ouais, là vous avez toute la régie, peut-être qu'il ne fallait pas le faire. Et si je zoome, ben en effet, je zoome. Non, ça il ne faut pas le faire par contre. Je zoome directement. Et puis je peux voir ce qui se passe. OK, qui serait une deuxième façon de faire. Et puis après je rappuie sur OK, puis je reviens sur mon cadrage normal et je suis allé plus vite. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant également, ça va être de revenir sur une autre fonction qui s'appelle en fait mise en relief, la D10. Mise en relief en langage Nikon, en langage général, c'est focus picking. C'est l'idée de dire, sur mes zones de contraste, je souhaite avoir un affichage de ma zone de mise au point. Avec mon focus picking, qui peut avoir plusieurs sensibilités, histoire d'y voir quelque chose. Là aujourd'hui, je vais mettre en standard tout simplement. Et puis je peux également avoir des couleurs de focus picking. L'idée c'est que sur ma zone de netteté, j'ai un liseré qui va se créer. Et ce liseré, de quelle couleur je souhaite l'avoir. Et donc on va fonctionner un petit peu comme ça sur les différents plans. Et donc là vous voyez que mon canapé, j'ai des liserés rouges qui se mettent. Ça veut dire que j'ai ma mise au point qui est sur ces différentes zones-là. Au niveau des différentes sensibilités du focus picking, à quoi ça correspond exactement? Une sensibilité élevée, ça veut dire? Ça serait des zones plus ou moins larges d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que quand on est sur le côté, je ne sais jamais dans quel côté ça marche, mais d'un côté en fait ça va être très ric-rac, très précis. Je fais un portrait, j'ai la pupille de l'œil, je veux juste accrocher quand je suis parfaitement sur la pupille de l'œil. Et d'un autre côté, je suis en mode de reportage, ça va vite, je vais avoir une tolérance un petit peu plus grande. Et puis quand j'estime que tout le visage se met à clignoter, c'est que je suis bon et que ça part. Ouais. D'accord. Donc c'est un petit peu ça les niveaux de... D'accord. Quand on monte, donc, alors pour le coup, quand tu as renseigné sur ton menu la focale et l'ouverture de ton AIS, si j'ai bien compris. Hein. Alors ça, c'est propre à l'AIS. C'est vrai que j'ai travaillé sur deux choses en parallèle. J'ai référencé l'AIS pour qu'il soit reconnu par le boîtier et qu'il puisse fonctionner en exposition. Et puis après, les deux qui ne sont pas autofocus ont le point commun de pouvoir travailler en focus picking. D'accord. Mais je peux également avoir du focus picking avec les optiques S. Il me suffit juste de me mettre en mise au point manuel et d'activer le focus picking. Puis le côté génial aussi du système, où c'est que toutes les personnes qui font de l'observation de la nature, qui ont des lunettes sur lesquelles on peut mettre des boîtiers, ben, ça veut dire que la lunette récupère le focus picking, je peux travailler avec. Puis en plus, on le verra plus loin, la lunette récupère la stabilisation du capteur. Donc, nouvelle vie là-dessus. Très bien. Et donc la question que je voulais poser par rapport à l'AIS, parce que j'ai vu donc, dans le menu que sur le réglage du diaph, sur le F, donc il y a deux tirets, parce que du coup, moi j'ai cru que le boîtier récupérait la donnée, comme on la renseigne, j'ai cru qu'il récupérait la donnée numériquement. Non, ça se passe toujours à la bague. Ouais. Donc du coup, qu'on soit bien d'accord, sur l'AIS, on perd le réglage du diaphragme via le boîtier parce que ça se fait directement sur l'objectif. Oui. On perd l'autofocus, forcément parce qu'il n'y a pas de motorisation. Et ça aussi la question, parce que j'ai vu que la mesure matricielle était activée.
la mesure matricielle est active sur les AIS? Parce qu'il me semblait, moi j'étais au début, j'étais chez Nikon, et quand je montais mes vieux objectifs Nikon, la mesure matricielle ne marchait plus non plus. Ouais, mais là on lui a dit ce que c'était, donc ça marche. Ok. Ouais, ça fait partie des évolutions. D'accord. Ça fait partie des évolutions, oui, tout à fait. Donc en fait, c'est pas l'AIS fonctionne avec les mêmes caractéristiques qu'il avait à l'époque. Donc c'est pas qu'on perd, c'est qu'on fonctionne comme à l'époque. Voilà. Ok pour tout ce qui est compatibilité avec les optiques. Donc là, ça ouvre. Mais toi, tu as vu le côté ampère. Maintenant, on va le prendre dans l'autre sens. Je t'ai fait un AIS qui est stabilisé. Et ouais, et ça change tout. Oui, parce que la stabilisation est sur le boîtier et pas dans l'objectif. Exactement. Donc finalement, ton AIS, intrinsèquement, il est plus performant qu'il y a 20 ans. 40 ans. Oui. Justement, il y avait une question de pratique, et c'est à toi de voir, parce que vraiment la question, il y avait 4 mots. C'était même pour un DX pour l'interrogation. Et après, comme je ne suis pas très technique et que tu l'es bien plus que moi, je pense que tu as compris ce que voulait dire. Oui, tout à fait. En fait, chez Nikon, nous avons 2 surfaces de capteurs, longueur-largeur, du 24-36 et de la PSC qui doit être du, je ne me rappelle jamais, 15-21, 16, bref, qu'on appelle APS-C ou que l'on appelle également chez Nikon DX. Et du coup, pour tous les appareils photo DX, qui sont les produits grand public, on va dire, et puis certains amateurs experts comme le D7005 notamment, le capteur étant plus petit, pour les grands angles, en fait, pour avoir des optiques moins onéreuses, on a pris le parti d'avoir des optiques qui ne couvrent pas la totalité de la surface du 24-36, mais qui couvrent plus petit, et du coup, elles sortent moins cher. Mais par contre, elles ont les mêmes comportements que les optiques FX, parce qu'une DX qui a FS va se comporter de la même façon. Alors, il n'y a pas de DX en FD parce que ça existe. Parce que je ne m'en rappelle plus. C'est sûr, il n'y a pas de DX en AIS, ça c'est clair, et en AFD non plus. Non, parce que ça arrivait à l'époque des AFS. Donc non, le comportement est pareil, c'est juste le boîtier qui va intégrer le fait qu'elle est DX, donc recadrage ou non de la surface. Mais au point de vue compatibilité à travers la netteté, ça ne change rien.